Dans l'extrême majorité des cas, je n'attends pas grand-chose des livres que je lis. Même si je connais l'auteur parce que je l'ai déjà lu ou de réputation, l'expérience fait que je ne mets plus d'attente sur mes lectures. Aussi, je ne me renseigne jamais par avance sur mes lectures. C'est à peine si je lis la 4e de couverture ou le résumé, parce que soit il spoil totalement, soit il ne ressemble en rien à l'histoire. Je vais donc la plupart du temps avec un regard le plus ouvert possible vers les livres que je commence. Même si bien sûr pour certains auteurs, c'est un petit peu moins le cas que pour d'autres. Stephen Baxter était pour moi un auteur que je ne connaissais que comme celui qui avait accompagné Pratchett pour une de ses dernières sagas, The Long Earth, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et auteur du bizarre, et je vais le dire assez décevant, duo Proxima Ultima. La saga Manifold était donc l'occasion de me replonger dans son travail, et j'étais intriguée par les couvertures colorées, rappelant le concept mathématique donnant son nom à la trilogie. Et ce que j'y ai trouvé ne manquera jamais de m'émerveiller. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Si vous me suivez depuis février 2022, par là, vous n'avez probablement pas pu passer à côté d'un livre que j'ai cité trop de fois pour être compté. Manifold Space de Stephen Baxter, donc, traduit en français par Les univers multiples espace, est sorti pour la première fois en 2000. Deuxième tome d'une trilogie qui ne se suit pas, mais explore différents concepts à chaque fois sur le paradoxe de Fermi, et donc son impact sur le futur de l'humanité et son rapport au temps, à l'espace et à ses propres origines. Space est un des livres qui m'a le plus marqué, mais qui est très peu discuté en ligne. Rendez-vous compte, je n'ai trouvé qu'une poignée de vidéos parlant de la saga et quelques articles qui se battent en duel, et très peu même de critiques exploitables sur Goodreads. Après en avoir parlé tant de fois, il était donc temps de rétablir l'équilibre dans la force et de m'atteler à ce génialissime livre. Même si je souhaite me concentrer sur le deuxième de la saga, Space, donc, je vais tout de même parler des synopsis des 3 livres de la trilogie, donc Time et Origin également. Et sachez toutefois qu'un 4e opus, Face Space, est sorti en 2002 et est une collection de nouvelles parfois très courtes sur le même thème, mais j'en parlerai pas plus. Voilà. Time, ou temps. Premier de la trilogie, Time nous introduit aux personnages qui seront utilisés tout au long des livres, et notamment à Reed Malenfant, un astronaute désenchanté, son ex-femme et employée Emma Stone, Cornelius Stein, brillant mathématicien, remplacé ensuite par Nemoto, Maura Della, une politicienne, etc. Le livre commence à la fin du temps et de l'espace, où les derniers descendants de l'humanité, plus ou moins informatisés, décident de changer la fin de l'univers et changent le passé, en envoyant notamment un message à Reed Malenfant, en faisant apparaître des enfants super intelligents, qui se trouvent déjà dans Long Earth et un peu dans Ultima, Baxter a une fixette dessus j'ai l'impression, et un portail étrange sur l'astéroïde 3753 Kruitney. Sur l'astéroïde 3753, ça, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, et Google ne m'aide pas, donc 3753C, on va dire. Space ou espace. Une activité alien a été détectée aux alentours de Jupiter et potentiellement dangereuse. Les aliens sont en fait des sortes de vaisseaux autoréplicateurs, des sondes von Neumann, surnommés Gaijin, le japonais pour étranger, et Malenfant se rend à l'endroit identifié comme lieu de l'activité et y découvre un portail interstellaire. Il voyage à travers la galaxie, répondant au paradoxe de Fermi et découvrant que l'humanité est loin d'être seule dans l'univers. En parallèle, l'humanité ayant utilisé les dernières ressources terrestres, il apparaît urgent de partir de la planète, pendant que certains humains créent une technologie anti-âge révolutionnaire, et voyagent à travers le portail interstellaire sur des siècles entiers. La réponse au paradoxe de Fermi est enfin dévoilée. La vie consciente est endémique dans l'univers, jamais découverte auparavant car l'univers détruit les civilisations avant qu'elles ne soient trop avancées. Malenfant et les Gaijin découvrent qu'un pulsar risque de détruire et stériliser une partie de la galaxie. Origin ou Origine. La Lune disparaît mystérieusement, remplacée par une lune rouge, beaucoup plus massive et causant de nombreux dégâts sur Terre, et habitée. Malenfant et Emma vont investiguer et après un accident, Emma se réveille sur une planète terrestre peuplée d'hominidés. Avec d'autres rescapés, elle se joint à un groupe de runners, des sortes d'Homo erectus, pour survivre sur ce monde sauvage, peuplé d'autres espèces très violentes qu'elle surnomme elfes, australopithèques,
Hams, Néandertal, et des sortes d'orang-outans. Malenfant fait campagne avec la scientifique Nemoto pour créer une expédition vers la Lune Rouge, où il rencontre des explorateurs britanniques qui lui apprennent que la Lune Rouge se balade entre les univers et les dimensions. Le paradoxe de Fermi. Pour rappel, le paradoxe de Fermi pose la très simple mais néanmoins primordiale question: si les aliens existent, où sont-ils et pourquoi ne voyons-nous aucune trace de leur existence? Et c'est bien là le thème principal de cette saga, offrant pour chaque opus une solution différente. Ainsi, dans Time, le premier, l'humanité est bien seule dans l'univers, et Origin y offre un twist, proposant que d'autres intelligences existent dans des univers parallèles. Répondant ainsi au paradoxe, mais Space va beaucoup plus loin et offre selon moi l'explication non seulement la plus plausible, mais la plus intéressante. En effet, il part du principe que la vie est endémique à l'univers et que là où elle peut apparaître, alors l'intelligence apparaîtra et existera bien. La solution au paradoxe y est donc que la vie intelligente est continuellement détruite par des événements cosmiques imprévisibles, l'empêchant ainsi de trop se développer et de conquérir d'autres systèmes solaires, et donc d'être visible. L'humanité. Le cœur de cette saga se repose sur l'humanité, ses travers et réussites, et comment elle envisage la vie avec un grand V, l'univers, le temps et l'espace, et comment sa vision influence son futur. Rien que ça, ouais. Nous suivons différents personnages, notamment Malenfant, mais aussi Madeleine et Nemoto, chacun offrant une approche différente aux événements se déroulant dans les livres, ainsi que des archétypes au travers desquels nous voyons l'histoire. Malenfant est une sorte de scientifique un petit peu fou et démiurge, un grand enfant un peu naïf mais que l'histoire va endurcir, et dont la candeur, parfois même qui va jusqu'à la bêtise, à blesser ceux autour de lui car il ne leur prête pas attention, va se heurter à la dure réalité du monde. Madeleine est une pilote entraînée aux situations les plus désespérées, mais confrontée à une réalité et un environnement qu'elle ne contrôle pas. Et Nemoto est une femme de logique et de raison, quasi divine dans Space par l'aide qu'elle apporte à l'humanité, mais réduite de manière presque karmique à une femme qui perd la raison dans Origin, tellement elle n'arrive pas à résoudre son problème. Emma offre certainement le point de vue le plus neutre et humain, celui auquel on ressemble le plus, et paradoxalement elle est absente de Space. Son rôle est pris par Dorothy, une prêtresse chargée du premier contact par le pape. Bref, l'humain, autant au sens de la civilisation humaine que du sentiment d'empathie et d'appartenance, est central à l'histoire. Les sciences. Baxter est considéré comme un auteur de hard science fiction, à raison, et même si les détails des technologies utilisées dans l'œuvre restent flous, un peu comme le stepper patate là de Long Earth, les sciences et les scientifiques sont un point central de l'histoire. Malenfant est un astronaute avec une formation scientifique, Nemoto est une astrophysicienne très savante, tout comme Cornelius dans le premier, que j'aime voir comme un clin d'œil à la planète des singes, et j'espère que c'est le cas, j'ai trouvé d'informations nulle part. Ces personnages savants nous permettent de comprendre les événements grâce à des dialogues d'exposition. Quelque chose que je trouvais assez forcé dans Time, mais qui est amené dans Space avec beaucoup plus de subtilité. Nemoto et Malenfant étant collègues, et Madeleine devant recevoir des instructions pour sa mission par exemple. Et la physique comme la biologie sont souvent discutées au cours de la saga. Certaines théories, comme le paradoxe de Fermi donc, ou les lois de l'entropie et de la thermodynamique, sont souvent centrales aux discussions des personnages, et d'autres encore en discussion, comme les univers parallèles ou la théorie des cordes, servent de point d'ancrage pour le côté un petit peu plus science-fiction, space opéra et fantaisiste et fictionnel de l'œuvre. C'est le genre de livre qui te fait ouvrir une page Wikipédia pour faire plus de recherches sur les théories abordées, et c'est aussi rare que cool. Le futur. Même si les livres sont sortis fin des années 90 ou début des années 2000 et commencent dans notre passé, se passant aux environs des années 2010, ils s'étendent sur des temps très importants pour offrir des points de vue sur le potentiel futur de l'humanité. Time, par exemple, semble s'étirer sur des millions d'années, bien qu'aucun marqueur temporel ne soit réellement utilisé. Et Space extrapole sur l'humanité, les civilisations aliens et comment elles grandissent au travers des siècles et millénaires de manière très intéressante, mais aussi assez disloquée, ce qui a pu en gêner beaucoup. Les événements sont séparés spatialement et temporellement à une échelle absolument énorme. Et on va pas se le cacher, ça peut facilement en perdre certains. Origin, lui, est sans doute le plus horrible des trois, offrant une vision de l'humanité extrêmement violente et cruelle, et même si Space et Time offrent une fin plus douce, il ne reste pas moins assez sombre. L'humanité mourra seule et oubliée, probablement entretuée dans Time, et Space discute de mon dernier point. Donc, dernier point. L'ironie cosmique. Si vous revenez à mon premier point, j'indique que les civilisations s'éteignent avant de pouvoir réellement grandir et devenir des civilisations de type 3 ou 4. Et pour comprendre ça, on va faire un petit tour de côté de l'échelle de Kardashev. Ainsi nommée en référence à l'astronome Nikolai Kardashev, elle est une méthode de classement des civilisations spatiales en fonction de leur niveau technologique et de leurs besoins énergétiques.
Elle a été exposée pour la première fois en 1964 et a été revue et corrigée depuis. Elle est même notamment aujourd'hui utilisée par le SETI. Alors on est d'accord, tout ceci n'est que théorique et cette classification a depuis été critiquée, voire même affinée par des mecs très cool comme Carl Sagan ou Michio Kaku. Les civilisations de type 1 sont capables d'utiliser toute l'énergie disponible sur leur planète d'origine, que ce soit le vent, l'eau, les océans, les volcans, les orages, peu importe. Vous voyez déjà qu'on n'y est clairement pas du tout encore. Une civilisation de ce genre commence déjà à aller vers d'autres planètes. Les civilisations de type 2 sont capables d'utiliser l'énergie de leur étoile, en créant par exemple une sphère de Dyson, une sphère, une structure métallique permettant de récolter l'énergie du Soleil. Le type 2 consomme environ 1 milliard de fois plus d'énergie qu'une civilisation de type 1. C'est vraiment énorme. On considère qu'une telle civilisation contrôlerait l'ensemble de son système solaire et aurait établi plusieurs colonies sur d'autres planètes. Enfin, les civilisations de type 3 seraient capables de faire de même au niveau de la galaxie, exploitant toutes les étoiles disponibles de la même manière. Encore une fois, le type 3 consommerait plus d'1 milliard de fois l'énergie d'un type 2. On considère du coup qu'une civilisation de type 3 serait capable de voyager entre les galaxies et entre les systèmes solaires pour en prendre le contrôle. On a parlé tout à l'heure de Carl Sagan, qui est vraiment un mec très cool, tellement cool qu'il a imaginé les civilisations de type 4, des civilisations qui seraient du coup capables de contrôler plusieurs galaxies. À cause d'événements cosmiques, pratiquement impossibles à arrêter ou à prévenir, nettoyant la galaxie régulièrement et ensemençant les gènes de la vie dans un cycle régulier, tuant des espèces et civilisations entières avant qu'elles n'atteignent le réel potentiel pour en créer d'autres. C'est hyper intéressant comme vision du monde, le fait que même si on atteint un niveau technologique quasi divin, l'univers est toujours plus fort que toi et peut te cueillir comme une rose sans aucun scrupule. Bon, je ne spoil pas la fin, mais j'ai trouvé cette réponse au paradoxe de Fermi vraiment intéressante, parce qu'elle est plausible et en même temps si triste. Et elle a le mérite de ne pas se terminer en happy ending ou en guerre intra-alien ou intra-humanité. Et ça lui confère une douceur assez mignonne. Le point de vue sur le paradoxe. Le paradoxe de Fermi est une des théories les plus connues en SF et très probablement du grand public, et personnellement un ressort dramatique que je trouve extrêmement intéressant quand il est bien amené. Comme par exemple dans Blindsight, The Three-Body Problem ou The Expanse, ou encore ici. Vidéo sur Blindsight arrivera en 2024 et Three-Body Problem cette année. Donc voilà, et The Expanse, il y en a déjà une, donc si vous voulez la voir, elle sera en lien dans la description. Chaque livre apporte une solution, une clé différente au problème soulevé par ce paradoxe très simple, et chacun en l'expliquant et en appuyant les faits, entre guillemets. C'est très très bien trouvé, et même si je préfère la solution offerte par Space, parce qu'elle me fait le plus rêver, pas se mentir, et qu'elle a le mérite d'être vraiment créative, Time n'est pas en reste. Triste, cynique, mais très beau. Et Origin... Bon, la fin et sa solution restent intéressantes, c'est bien amené, mais c'est juste... le développement au milieu est vraiment difficile à lire. Je le conseille vraiment pas aux plus fragiles, entre guillemets, d'entre vous. Gros trigger warning, on va dire. Pour tout ce que vous pouvez imaginer, gros trigger warning. Voilà. Bref. Space et la saga Manifold en règle générale apportent des clés de réflexion et un point de vue réellement engageant et intéressant sur le paradoxe, ce qui m'a vraiment fait apprécier sa lecture. Madeleine spécifiquement, et pas tous les personnages comme je le dis normalement, parce que les persos ont tendance à être un peu en second plan dans Manifold. Et même Malenfant, même Emma, ou en tout cas les personnages principaux, sont un petit peu caricaturaux. Madeleine, elle, est réellement un personnage engageant avec qui on a envie de suivre l'intrigue, une femme intelligente, combative et passionnante qui vit l'arc le plus fort du livre, notamment toute la partie sur les voyages stellaires et sa dislocation. Pas de spoil, mais c'est une des évolutions de personnage la plus forte, belle et en même temps cruelle que j'ai pu suivre. Un personnage tout en justesse, bien plus que Malenfant et son côté grand enfant, et de Nemoto, quasi divine et on va dire quand même un petit peu cheatée, on va pas se le cacher. Une écriture très formelle. Loin des envolées lyriques que se permet parfois Reynolds dans le même genre, l'écriture de Baxter reste très formelle, droite dans ses bottes, ce qui parfois fait qu'on l'accuse de ne pas savoir décrire les émotions des personnages, ou même d'avoir un point de vue comme j'ai pu lire un peu documentaire animalier, ce que j'avoue est extrêmement drôle, et ce qui est pas tout à fait faux non plus, l'histoire est plus importante que les personnages, mais j'apprécie justement son écriture très classique parce que l'histoire est tellement vaste, cosmique dans son échelle, avec des concepts tellement mind-blowing qu'il faut avoir une manière plus académique de l'exposer. C'est pour moi une des forces du livre, plus qu'une faiblesse, et qui me rappelle beaucoup Three-Body Problem. Si vous connaissez le livre, c'est un peu écrit de la même manière. Une histoire du temps et de l'espace. Combien de livres ou même de films se passent sur une envergure aussi large, cosmique, galactique?
Je ne peux en citer qu'une poignée personnellement, et Manifold, notamment Space, en fait partie. C'est un livre qui a une dimension tellement impressionnante, autant dans son travail sur le temps, on passe quand même des millénaires sur une histoire, que de l'espace, nos personnages voyageant sur des distances énormes, même si c'est moins le cas dans Origin, si on considère les dimensions parallèles comme proches de nous, et c'est un travail de dingue que Baxter a fourni pour nous faire ressentir cette échelle aussi impressionnante. Je vais pas en parler plus parce que ça tient du ressenti et qu'il faut le vivre, mais tu sens en lisant le livre que l'univers entier y respire et c'est fou. Un futur classique. Vous avez peut-être pensé que le titre de la vidéo est putaclic, mais pour moi, Space est réellement un 2001 l'Odyssée de l'espace revisité et modernisé, autant dans ses thèmes que son approche et ses sciences. Je ne conçois pas que dans 20 ou 30 ans, on ne cite pas ce livre comme un classique de la SF des années 2000, au même niveau qu'on le fait aujourd'hui avec Clarke, Asimov ou Herbert. C'est un livre phénoménal comme il en existe peu et un des plus créatifs et réellement différents de ses pairs. Oui, il réécrit volontairement ou non sur les bases de 2001 pour beaucoup d'aspects, mais j'irais jusqu'à dire qu'il le dépasse sur d'autres. Un grand livre et de la grande SF. Vous m'avez sans doute trouvé un peu trop gentille, voire même dithyrambique sur ce livre et donc peu objective. C'est ici donc que je rappelle que le travail effectué sur cette chaîne n'a jamais eu vocation à être objectif académique ou un travail d'expertise pure, mais de vous parler de ce que j'aime, de ce qui me fait vibrer. Mais de parler de ce que j'aime, de pourquoi je l'aime et de pourquoi vous devriez vous y intéresser si vous en avez l'envie, tout en mettant en lumière la SF parce que c'est ma passion depuis gamine, en vous donnant, pourquoi pas, des éléments clés de compréhension des livres ou des films. Quand j'ai lu Space, je me suis véritablement trouvée emportée. Je n'ai pas pu lâcher le bouquin tellement j'étais happée par son histoire, sa dimension, et les semaines qui ont suivi sa lecture ont été pour moi un moment d'introspection et de réflexion importante. Et je vous mens pas, en tout cas j'essaie pas de faire un buzz claqué au sol, quand je vous dis que c'est selon moi un nouveau 2001, mais mon appréciation de l'œuvre, parce que tout y est pour pouvoir comparer les deux travaux. Manifold, mais plus encore Space, a vraiment touché quelque chose en moi, et je considère tout simplement que c'est un des meilleurs travaux de la SF moderne. Malheureusement trop peu souvent mis en avant, et il était temps de rétablir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre dans la force. Et j'espère sincèrement que vous serez aussi touchés par cette histoire colossale et cosmique que moi. Voilà les amis, cette petite vidéo sur Space est terminée, ça fait tellement longtemps que je vous parle de ce livre, on va pas se cacher que je vous rabâche, que je vous énerve avec ce livre, qu'il était temps que j'en parle. J'essaie d'istiller le plus possible quand même des éléments de Time et de Origin aussi dans cette vidéo pour que vous ayez quand même des clés de compréhension et de différenciation des trois livres. Mais pour moi c'est vraiment le deuxième le plus fort et c'est vraiment un livre à lire. Si vous avez un truc à lire vraiment en ce moment que vous savez pas vers quoi aller, je peux que vous le conseiller, c'est un livre sublime dont on parle vraiment pas assez. Donc voilà, lancez-vous, Espace du coup en français. Dites-moi en commentaire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je m'excuse d'ailleurs encore une fois pour la lumière, je vous l'ai dit en ce moment, je n'ai pas de volet, je n'ai rien pour occulter mes fenêtres, donc je tourne un petit peu comme je peux, avec les occultations que je peux, et j'espère que c'est pas trop visible et j'espère que ça ne vous gêne pas pour la mise en scène on va dire de cette vidéo. Je vous retrouve comme d'habitude sur les différents réseaux sociaux, Goodreads, Instagram et Twitter. Également sur Tipeee si vous avez les moyens et si vous avez envie de donner pour aider la chaîne, c'est toujours le bienvenu. Je remercie comme toujours les tipeurs de participer, voilà, notamment à l'achat des livres parce que pour l'instant c'est à ça que ça sert et c'est très très cool. Je vous retrouve comme d'habitude 3 dimanches par mois pour les prochaines vidéos et à bientôt dans l'univers.